pénétré de l'Europe, le pathétique de la déclamation tragique consistait encore, il n'y a que 40 ans, en des tons furieux, en un maintien ou morne, ou bien effaré, et dans des gestes de forcené. Les acteurs de la scène tragique dont je parle étaient dispensés de noblesse dans leurs gestes, de mesure dans leur prononciation, de dignité dans leur maintien et de décence dans leur démarche. Il suffisait qu'ils fissent parade d'une morgue bien noire et bien sombre, ou qu'ils parussent livrés à des transports de fureur qui les fissent extravaguer. Sur ce théâtre, il était permis à Jules César de s'arracher les cheveux, ainsi que le ferait un homme de la lie du peuple pour exprimer sa colère. Alexandre, pour mieux marquer son emportement, il pouvait frapper du pied, démonstration que nous ne permettons pas aux écoliers qui jouent la tragédie dans nos collèges. Dans un autre pays, les héros sont entièrement avilis par des choses basses ou indécentes qu'on leur fait faire sur le théâtre. On voit sur la scène, dont je parle ici, Scipion fumer une pipe de tabac et boire dans un pot de bière sous sa tente en méditant le plan de bataille qu'il va donner aux Carthaginois. Je ne parlerai point ici du théâtre flamand, parce que dans le tragique, il ne fait presque autre chose que de copier la scène française dès le temps où l'on y représentait les comédies de la Passion. Les comédiens flamands ont un petit nombre de tragédies originales, et leur déclamation est seulement un peu moins chantante et moins animée que celle des comédiens français. Non seulement notre scène tragique est noble, mais elle est encore purgée de tous les appareils frivoles. Elle est dégagée de tous les spectacles puérils qui ne sont propres qu'à dégrader Melpomène de sa dignité. Voici comment s'explique un des grands poètes tragiques d'Angleterre sur la décence de nos représentations. Je ne saurais trop recommander à mes compatriotes de se conformer aux usages du théâtre français. Les rois et les reines y laissent leur garde à la porte de la scène, et ils y entrent dans ce cortège très embarrassant qui les suit sur la nôtre. Je souhaiterais encore qu'à l'exemple des Français, nous voulussions bien bannir de nos représentations le fracas énorme, qui sont les tambours, les tocsins, les trompettes et surtout les cris de joie des moucheurs, de chandelles et des autres gagistes revêtus qui viennent là pour représenter le peuple, tintamarre qu'on entend quelquefois à 4 rues de la Comédie. M. Addison, c'est lui-même que je viens de citer, dit encore bien des choses dans cet écrit et dans celui qu'il publia 8 jours après contre d'autres usages communs sur le théâtre anglais et qui lui paraissent avec raison des usages vicieux. Tel est l'usage d'y exposer les appareils des supplices les plus affreux et quelquefois le supplice même. Tel est l'usage d'y faire apparaître des spectres hideux et des fantômes horribles. Il est vrai, suivant son sentiment, que les poètes français évitent avec trop d'affectation de donner du spectacle. Par exemple, il reprend le grand Corneille de n'avoir pas fait tuer sur la scène Camille. Corneille, dit-il, afin d'éviter d'ensanglanter la scène, rend encore l'action du jeune Horace plus atroce en lui donnant le temps de faire quelques réflexions, et cela sans songer qu'il doit sauver à la fin de la pièce le meurtrier de sa sœur. Horace serait moins odieux s'il tuait Camille dans le temps même qu'elle profère ses imprécations contre Rome. Quoi qu'il en soit de cette observation, on ne saurait disconvenir que si la représentation des tragédies est trop chargée de spectacles en Angleterre, elle en soit trop dénuée en France. Qu'on demande à l'actrice qui joue le rôle d'Andromaque si la scène dans laquelle Andromaque prête à se donner la mort recommande Astyanax, le fils d'Hector et le sien, à sa confidente, ne deviendrait pas encore plus touchante en y faisant paraître cet enfant infortuné et en donnant lieu par sa présence aux démonstrations les plus empressées de la tendresse maternelle qui ne saurait paraître froide en une pareille situation. Il n'en est pas de la comédie comme de la tragédie. Je ne crois pas qu'on puisse dire que des différentes manières dont on récite aujourd'hui la comédie en différents pays, l'une soit meilleure que l'autre. Chaque pays doit avoir sa manière propre de réciter la comédie. Dans la représentation des comédies, il ne s'agit pas de procurer de la vénération aux personnages introduits sur la scène, mais bien de les rendre reconnaissables aux spectateurs. Il faut donc que les comédiens copient ce que leur nation peut avoir de singulier dans le geste, dans le maintien et dans la prononciation. Il faut qu'ils se moulent d'après leurs compatriotes.
Généralement parlant, il est des peuples qui varient davantage leur ton de voix, qui mettent des accents plus aigus et plus fréquents dans leur prononciation et qui gesticulent avec plus d'activité que d'autres. Comme le naturel de certaines nations est plus vif que le naturel d'autres nations, l'action des unes est plus vive que l'action des autres. Leurs sentiments, leurs passions s'échappent avec une impétuosité qu'on n'aperçoit pas dans d'autres nations. Les Français n'usent point de certains gestes, de certaines démonstrations avec les doigts, ni ne rient point comme les Italiens. Les Français ne varient pas leur prononciation par de certains accents qui sont ordinaires en Italie, même dans les conversations familières. Or, un acteur de comédie qui dans sa déclamation imiterait la prononciation et la gesticulation d'un peuple étranger pêcherait contre la règle que nous avons rapportée. Par exemple, un comédien anglais qui mettrait autant de vivacité dans ses gestes, qui marquerait autant d'inquiétude dans sa contenance, autant de contention dans son visage, qui placerait des exclamations aussi fréquentes dans sa prononciation, qui les ferait aussi marquer qu'un Florentin, un comédien anglais enfin, qui jouerait comme un comédien italien, jouerait mal. Les Anglais qui doivent lui servir de modèle ne se comportent pas ainsi. Ce qui suffit pour agiter un Italien n'est pas suffisant pour remuer un Anglais. Un Anglais à qui l'on prononce l'arrêt qui le condamne à la mort montre moins d'agitation qu'un Italien que son juge condamne à un écu d'amende. Le meilleur acteur de comédie est donc celui qui réussit le mieux dans l'imitation théâtrale de ses originaux, quels que puissent être les originaux qu'il copie. Si les comédiens d'un pays plaisent plus aux étrangers que les comédiens des autres pays, c'est que ces premiers comédiens seront formés d'après une nation qui naturellement aura plus de gentillesse dans les manières et plus d'agrément dans l'élocution que les autres nations. Que le plaisir que nous avons au théâtre n'est point l'effet de l'illusion. Les personnes d'esprit ont cru que l'illusion était la première cause du plaisir que nous donnent les spectacles et les tableaux. Suivant leurs sentiments, la représentation du Cid ne nous donne tant de plaisir que par l'illusion qu'elle nous fait. Les vers du grand Corneille, l'appareil de la scène et la déclamation des acteurs nous en imposent assez pour nous faire croire qu'au lieu d'assister à la représentation de l'événement, nous assistons à l'événement même et que nous voyons réellement l'action et non pas une imitation. Cette opinion me paraît insoutenable. Il ne saurait y avoir d'illusion dans l'esprit d'un homme qui est en son bon sens, à moins que précédemment il n'y ait eu une illusion faite à ses sens. Or, il est vrai que tout ce que nous voyons au théâtre concourt à nous émouvoir, mais rien n'y fait illusion à nos sens, car tout s'y montre comme imitation. Rien n'y paraît, pour ainsi dire, comme copie. Nous n'arrivons pas au théâtre dans l'idée que nous y verrons véritablement Chimène et Roderick. Nous n'y apportons point la prévention avec laquelle celui qui s'est laissé persuader par un magicien, qui lui fera voir un spectre, entre dans la caverne où le fantôme doit apparaître. Cette prévention dispose beaucoup à l'illusion, mais nous ne l'apportons point au théâtre. L'affiche ne nous a promis qu'une imitation ou des copies de Chimène et de Phèdre. Nous arrivons au théâtre, préparés à voir ce que nous y voyons, et nous y avons encore perpétuellement 100 choses sous les yeux, lesquelles d'instant en instant nous font souvenir du lieu où nous sommes et de ce que nous sommes. Le spectateur y conserve donc son bon sens malgré l'émotion la plus vive. C'est sans extravaguer qu'on s'y passionne. Il se peut faire tout au plus qu'une jeune personne d'un naturel très sensible sera tellement transportée par un plaisir encore nouveau pour elle que son émotion et sa surprise lui feront faire quelques exclamations ou quelques gestes involontaires qui montreront qu'elle ne fait point une attention actuelle à la contenance qu'il convient de garder dans une assemblée publique. Mais bientôt elle s'apercevra de son égarement momentané, pour parler plus juste de sa distraction, car il n'est pas vrai qu'elle ait cru, durant son ravissement, voir Rodrigue et Chimène. Elle a seulement été touchée presque aussi vivement qu'elle l'aurait été si réellement elle avait vu Rodrigue au pied de sa maîtresse, dont il vient de tuer le père. Il en est de même de la peinture. Le tableau d'Attila peint par Raphaël ne tire point son mérite de ce qui nous en impose assez pour nous séduire et pour nous faire croire que nous voyons véritablement Saint-Pierre et Saint-Paul en l'air et menaçant l'épée à la main, ce roi barbare entouré des troupes qu'il menait saccager Rome. Mais dans le tableau dont je parle, Attila représente si naïvement un site épouvanté
Le pape Léon, qui lui explique cette vision, montre une assurance si noble et un maintien si conforme à cette unité. Tous les assistants ressemblent si bien à des hommes qui se rencontreraient chacun dans la même circonstance où Raphaël a supposé ces différents personnages. Les chevaux même concourent si bien à l'action principale. L'imitation est si vraisemblable qu'elle fait sur les spectateurs une grande partie de l'impression que l'événement aurait pu faire sur eux. On raconte un grand nombre d'histoires d'animaux, d'enfants et même d'hommes, faits qui s'en sont laissés imposer par des tableaux au point de les avoir pris pour les objets dont il n'était qu'une imitation. Toutes ces personnes, dira-t-on, sont tombées dans l'illusion que vous regardez comme impossible. On ajoutera que plusieurs oiseaux se sont froissés la tête contre la perspective de Ruelle, trompés par son ciel si bien imité qu'ils ont cru pouvoir prendre leur essor à travers. Les hommes ont souvent adressé la parole à des portraits, croyant parler à d'autres hommes. Tout le monde sait l'histoire du portrait de la servante de Rembrandt. Il avait exposé à une fenêtre où cette fille se tenait quelquefois, et les voisins y vinrent tour à tour pour faire conversation avec la toile. Je veux bien tomber d'accord de tous ces faits qui prouvent seulement que les tableaux peuvent bien quelquefois nous faire tomber en illusion, et non pas que l'illusion soit la source du plaisir que nous font les imitations poétiques ou pittoresques. La preuve est que le plaisir continue quand il n'y a plus lieu à la surprise. Les tableaux plaisent sans le secours de cette illusion, qui n'est qu'un incident du plaisir qu'ils nous donnent, et même un incident assez rare. Les tableaux plaisent, quoiqu'on ait présent à l'esprit qu'ils ne sont qu'une toile sur laquelle on a placé des couleurs, avec art. Une tragédie touche ceux qui connaissent le plus distinctement tous les ressorts que le génie du poète et le talent du comédien mettent en œuvre pour les émouvoir. Le plaisir que les tableaux et les poèmes dramatiques excellents nous peuvent faire est même plus grand lorsque nous les voyons pour la seconde fois, et quand il n'y a plus lieu à l'illusion. La première fois qu'on les voit, on est ébloui de leur beauté. Notre esprit, trop inquiet et trop en mouvement pour se fixer sur rien en particulier, ne jouit véritablement de rien. Pour vouloir parcourir tout et voir tout, nous ne voyons rien distinctement. Il n'est personne qui n'ait expérimenté ce que j'avance si jamais il lui est tombé dans les mains quelques livres qu'il souhaitait avec beaucoup d'impatience de lire. Avant que d'en pouvoir lire les premières pages avec une attention entière, il lui a fallu parcourir son livre d'un bout à l'autre. Ainsi, quand nous voyons une belle tragédie ou bien un beau tableau pour la seconde fois, notre esprit est plus capable de s'arrêter sur les parties d'un objet qu'il a découvert et parcouru en entier. L'idée générale de l'ouvrage a pris son assiette, pour ainsi dire dans l'imagination, car il faut qu'une telle idée y demeure quelque temps avant d'y bien prendre sa place. Alors, l'esprit se livre sans distraction à ce qui le touche. Un curieux d'architecture n'examine une colonne et il ne s'arrête sur aucune partie d'un palais après avoir donné le coup d'œil à toute la masse du bâtiment, qu'après avoir bien placé dans son imagination l'idée distincte de ce palais. Que les poèmes dramatiques purgent les passions. Il suffit de bien connaître les passions violentes pour désirer sérieusement de n'y jamais être assujetti et pour prendre des résolutions qui les empêchent, du moins de nous subjuguer si facilement. Un homme qui sait quelle inquiétude la passion de l'amour est capable de causer, un homme qui sait à quelle extravagance elle conduit les plus sages et dans quel péril elle précipite les plus circonspects, désirera très sérieusement de n'être jamais livré à cette ivresse. Or, les poésies dramatiques, en mettant sous nos yeux les égarements où les passions nous conduisent, nous en font connaître les symptômes et la nature plus sensiblement qu'un livre ne saurait le faire. Voilà pourquoi l'on a dit dans tous les temps que la tragédie purgeait les passions. Les autres poèmes peuvent bien faire quelque effet approchant de celui de la tragédie, mais comme l'impression qu'ils font sur nous n'est point à beaucoup près aussi grande que l'impression que la tragédie fait à l'aide du théâtre, ils ne seront pas aussi efficaces que la tragédie pour purger les passions. Les hommes avec qui nous vivons nous laissent presque toujours à deviner le véritable motif de leurs actions et quel est le fond de leur cœur. Ce qui s'en échappe au dehors et ce qui ne paraît qu'une étincelle vient souvent d'un incendie qui fait des ravages affreux dans l'intérieur. Il arrive donc souvent que nous nous trompions nous-mêmes
en voulant deviner ce que pensent les hommes. Et plus souvent encore, ils nous trompent eux-mêmes dans ce qu'ils nous disent de la situation de leur cœur et de leur esprit. Les personnages de tragédie quittent le masque devant nous. Ils prennent tous les spectateurs pour confidents de leurs véritables projets et de leurs sentiments les plus cachés. Ils ne laissent rien à deviner au spectateur que ce qui peut être deviné sûrement et facilement. On peut dire la même chose des comédies. D'ailleurs, la profession du poète dramatique est de peindre les passions telles qu'elles sont réellement, sans exagérer les chagrins qui les accompagnent et les malheurs qui les suivent. C'est encore par des exemples qu'il nous instruit. Enfin, ce qui doit achever de nous convaincre de sa sincérité, nous nous reconnaissons nous-mêmes dans ces tableaux. Or, la peinture fidèle des passions suffit seule pour nous les faire craindre et pour nous engager à prendre la résolution de les éviter avec toute l'attention dont nous sommes capables. Il n'est pas besoin que cette peinture soit chargée, qui peut, après avoir vu le cide, ne point appréhender d'abord une explication chatouilleuse dans un de ces moments où nos humeurs sont aigries. Quelle résolution ne forme-t-on pas de ne point traiter les affaires qui nous tiennent trop à cœur dans ces instants où il est si facile que l'explication aboutisse à une querelle? Ne se promettons point de se taire, du moins dans toutes les occasions où notre imagination trop émue peut nous faire dire 4 mots que nous voudrions racheter par un silence de 6 mois. Cette crainte des passions ne laisse pas d'avoir quelque effet.